Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. J'aime bien, je me suis remis ici dans le petit parc, là, tranquille. Bon, il y a un petit peu de bruit, des gens qui discutent, mais ça va. Du côté de mon bureau, c'était un petit peu trop bruyant au niveau de la piscine, etc. Alors dans cette nouvelle vidéo, donc je vais vous parler un petit peu du Sénégal, vous dire un petit peu quelles sont les nouvelles que moi j'ai relevées et voilà, qui m'ont interpellé et dont je vais vous partager dans cette vidéo. Voilà, hormis ça, autrement rien de particulier. Mon père est bien arrivé, donc il est là pour un séjour d'un mois. Il repart début mars. D'ailleurs, je le remercie pour cette grosse chaîne. Ne voyez pas un nouveau côté bling bling en moi, pas du tout, c'est pas ça. Je vais demander qu'il me ramène une chaîne en acier, comme ça au moins ça noircit pas avec la transpiration. Ça représente pas une grosse valeur, mais je dis ramène-moi quelque chose de costaud, qui tienne, qui soit robuste. Et là, il m'a ramené vraiment le plus gros, la plus grosse épaisseur. Mais voilà, ça me plaît et je garde ça. Puis c'est un souvenir de mon père. Donc n'en soyez pas surpris, hein. Je reste fidèle à mes valeurs, l'authenticité, la simplicité, la modestie. Et je n'ai pas vocation à me prendre pour quelqu'un de au-dessus ou voilà, je reste fidèle à mes valeurs. Voilà, donc alors on va parler un petit peu donc dans cette vidéo des nouvelles. Il y a trois sujets qui m'ont, je dirais, interpellé. Deux d'ordre économique, un d'ordre, je dirais, sociétal, humain. Et c'est une nouvelle plutôt tragique. C'est tragique d'ailleurs. Ça, je garderai cette nouvelle-là pour la deuxième partie de la vidéo. La première nouvelle, donc, je voudrais vous parler dans cette première partie de la vidéo, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, donc, il y a eu un appel d'offres. Vous savez, les offres de travail au Sénégal se font rares. Et quand il y en a, bah, effectivement, c'est une ruée, une marée humaine de candidatures. Et là, en fait, c'était pour une proposition de l'ordre de 350 offres d'emploi en Espagne pour une durée de 3 ou 4 mois, je crois que c'était 3 mois, pour travailler principalement dans les vignes, dans les champs, etc. Donc on en a beaucoup parlé, ça a fait le buzz, l'information a circulé. Et en fait, pour 350 places, il y a eu plus de 10 000 candidatures. Donc c'est énorme, vous pouvez imaginer un petit peu la demande. Ça va, tu vas bien? Ouais. Bonne journée à toi. Hein. Merci, Dirediaf. Et donc c'était énorme, pratiquement, voilà, beaucoup plus de 10 000 candidatures. Et donc les gens venaient avec leur CV, parce que ça se met en place depuis quelques années. Depuis quelques années, il y a cette possibilité-là, donc de manière officielle, pour des Sénégalais de travailler quelques mois en durée déterminée en Europe, principalement en Espagne, mais peut-être aussi dans d'autres pays. Mais pour l'instant, je crois que les accords sont surtout noués avec l'Espagne, de travailler dans les vignes. Je crois qu'ils ont un salaire équivalent à 2 000 euros. Et ensuite, à la fin de leur contrat, ils reviennent donc au Sénégal. Alors, pas mal de polémiques là-dessus. Il y a des gens qui critiquaient en disant que voilà, l'avenir du pays ne passe pas par des offres à l'étranger, des offres d'emploi à l'étranger. D'autres se plaignaient des conditions de travail dans les vignes par rapport à les produits toxiques, la dureté du travail, etc. Et ils disaient que des gens risquent de tomber malades là-bas, mais après, ils ne seront pas soignés, puisqu'au bout des 3 mois, ils seront rapatriés au Sénégal. Donc, il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. Je ne rentrerai pas trop là-dedans. Hein. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter les médias en ligne. Comme ça, vous aurez les tenants et les aboutissants. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années de ça, j'avais parlé sur la chaîne YouTube que pour combattre l'immigration clandestine, il faut arriver à mettre en place des circuits officiels d'émigration légale par la mise en place de contrats de travail à durée déterminée, etc. Et donc, effectivement, c'est ce qui essaye d'être mis en place. Et je pense que dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise idée. Si ça peut donner la possibilité à ces jeunes de travailler, d'avoir une expérience de travail à l'étranger, c'est une bonne chose. Mais que ça soit réglementé et en même temps qu'il y ait la garantie que ces gens qui partent en Europe reviennent au point initial. Parce que j'avais lu qu'il y avait pas mal dans les années, enfin il y a quelques années en arrière, je crois que c'était de l'ordre de 25% des salariés, en fait des travailleurs comme ça détachés à l'étranger, qui ne rentraient pas, qui restaient et donc qui se transformaient, qui passaient de l'émigration légale à l'émigration clandestine.
Voilà, donc pas mal de choses. Donc ça a pas mal, on en a beaucoup parlé de ce thème-là. Et là, j'ai revu un petit peu, j'ai regardé les articles avant de faire la vidéo. Ils parlaient plus de 350 postes, mais peut-être de 700. Donc ils ont augmenté le volume. Mais il n'empêche que voilà, il y a quand même eu plus de 10 000 candidatures pour ces offres-là. Parallèlement aussi, il y avait eu le gouvernement a proposé, je crois, la mise en place de nouveaux postes d'instituteurs, de professeurs. Je crois qu'il y en avait 2000. Et là, c'est pareil, ça a été une vague humaine de candidatures. Et je crois que pour les 2000 postes, il y a eu plus de 200 000 candidatures. En fait, vous voyez, vous vous rendez compte que la demande d'emploi est énorme. Je rappelle que le taux de chômage tourne autour des 20%, mais ça, c'est le taux officiel. Dans la réalité, dans la vie de tous les jours, on se rend compte que trouver du travail est très difficile. Je rappelle que même un stage non rémunéré, en trouver un, ça relève de l'exploit. Donc, dès qu'il y a des offres comme ça, vous avez une vague humaine, un tsunami humain de candidatures. Donc ça, c'était vraiment la première information par rapport à ces offres d'emploi en Espagne. La deuxième nouvelle qui a fait un peu qui a fait le buzz et qui fait le buzz actuellement au Sénégal, c'est la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes a rendu son travail, son compte rendu, donc sur les comptes de l'ancien gouvernement et de la présidence de Macky Sall. Et en fait, la Cour des comptes a révélé qu'il y avait beaucoup d'anomalies, beaucoup d'incohérences et que des chiffres avaient été tronqués, truqués. Donc actuellement, on en parle beaucoup. Je rappelle que depuis l'ascension au pouvoir de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, souvent, régulièrement, je dirais même quasiment quotidiennement, on a des affaires de détournement d'argent, de corruption, d'argent gaspillé ou alors des financements opaques. Et là, c'est vraiment la Cour des comptes qui a rendu son rapport. Et voilà, il disait par exemple, j'ai les chiffres en tête, en fait, la dette se monte à pratiquement 99% du produit intérieur brut, alors que l'ancien gouvernement sous Macky Sall nous présentait des chiffres nettement inférieurs. Le déficit budgétaire est de l'ordre de 12%. Alors, durant la présidence de Macky Sall, alors qu'à l'époque, il nous parlait plutôt d'un déficit nettement inférieur, autour des 5%. Donc, vous voyez, les différences de taux, etc., sont impressionnants. Et donc, on en est là actuellement. Le gouvernement nous rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'État est donc sénégalais endetté. Il y a un lourd passif derrière et que ça, effectivement, c'est incontournable à devoir gérer. Et ça risque d'entraver, je dirais, les promesses, ce genre de choses. Donc là, c'est pareil aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous renvoie vers les médias sénégalais. Regardez un petit peu les chiffres qui circulent. Je vous en mettrai quelques-uns en copier-coller sur les vidéos pour, je dirais, illustrer mes propos. Et voilà, donc ça, c'était vraiment les deux informations qui ont circulé ces 15 derniers jours sur le plan économique. Et donc moi, maintenant, après l'intro, je vais donc vous parler de la troisième nouvelle qui a impacté aussi la population sénégalaise. Elle est beaucoup plus dramatique puisque ça aborde l'aspect humain. C'est le suicide d'un étudiant qui s'est fait du côté de Saint-Louis, à l'université de Saint-Louis. Sur ce, on se retrouve tout de suite après l'intro. À tout de suite, merci. Me revoilà pour la suite de la vidéo. Alors là, entre-temps, entre les deux séquences, je discutais avec il y a un jardinier qui écoutait ce que j'étais en train de le dire, et donc il est venu vers moi. Il m'a bien confirmé qu'effectivement, ces nouvelles, c'est vraiment les nouvelles les plus importantes de ces 15 derniers jours. Alors lui, il m'expliquait à titre personnel, en tant que père, il me disait, si mon fils a la possibilité de partir 3 mois en Espagne, volontiers, il le fait. Il me dit, si mon fils a la possibilité de partir, mais je lui dis, pars, vas-y, ça sera une expérience. Non seulement ça sera une expérience, mais en même temps, ça te permettra d'avoir un peu d'argent de côté et de revenir au Sénégal. Donc moi, personnellement, je pense effectivement que ce système à mettre en place et peut-être à nouer avec d'autres pays n'est pas une mauvaise idée. Je pense qu'au contraire, ça peut être une bonne solution. Ça ne réglera pas tout le problème ou le phénomène de l'immigration clandestine,
Mais voilà, ça peut être une bouffée d'air frais et ça peut être une source d'expérience pour, voilà, pour certains. Même si je vous dis bien, pour 700 places, vous avez plus de 10 000 candidatures. Voilà. Alors la troisième nouvelle qui est beaucoup plus tragique, puisqu'il s'agit du suicide d'un étudiant à l'université de Saint-Louis. On a appris ça cette semaine. Ça a d'ailleurs impacté beaucoup de gens, dont mon fils, Tidiane, puisqu'on en a parlé. C'est lui qui m'avait sensibilisé sur ça. Ensuite, j'ai regardé, puis effectivement, ça circulait dans les médias. Un jeune qui était en licence à cette université. Je ne sais plus dans quel domaine il était en licence. Et en fait, il s'est suicidé, il s'est pendu dans sa chambre. Et toute la tragédie, c'est qu'il a laissé une lettre d'adieu dans laquelle il expliquait un petit peu les motifs qui l'ont poussé à mettre fin à sa vie. Il expliquait qu'en fait, que c'était pas... Donc en fait, il dénonçait la rudesse des rapports humains au Sénégal. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Hein, je rappelle, et j'ai rappelé souvent. Eh, ça va, tu vas bien? Bien, merci. Bonne journée à toi. Hein. J'ai souvent parlé dans les vidéos de la rudesse des rapports humains. Vous savez, quand vous venez ici en vacances, de toute façon, c'est comme de partout. Hein, quand vous venez en vacances, c'est un petit peu décor, carte postale, les gens, la gentillesse, le sourire, l'hospitalité. Mais après, quand vous vivez ici tous les jours, c'est différent. Les rapports humains, et moi, je trouve que les rapports humains ici, ils sont rudes, ils sont virils. Alors, j'avais essayé de donner une explication. Je pense que c'est comme on est tous ici, et enfin surtout la population sénégalaise, à la dépense quotidienne. Je rappelle qu'il n'y a pas de filet de protection sociale, aucune couverture maladie. On est vraiment dans un système ultralibéral. Donc les gens, la hantise, c'est de gagner de l'argent, de subvenir à leurs besoins quotidiennement, au jour le jour. Et donc ça fait que les rapports humains sont vraiment portés sur l'essentiel. Et que le sentimentalisme, la pitié, voilà, ça passe dans un deuxième temps. Je ne dis pas que les gens ne font pas preuve de pitié ou de sentimentalisme, c'est pas ça, mais je dis que les gens se doivent d'être durs. J'en ai souvent parlé avec mon fils et lui-même me dit dès l'école, les rapports sont rugueux, beaucoup plus qu'en Europe, en Occident. Et donc il dénonçait ça, en fait, il expliquait que sa maman souffrait d'un AVC, que lui-même devait subvenir aux besoins de sa maman, et que parallèlement il souffrait d'une maladie. Alors je n'ai pas trop su de quelle maladie il parlait le concernant, mais apparemment, il aurait été aussi sujet à la dépression. Et est-ce que c'est de cette maladie qu'il parlait, de la dépression? Et donc, ça l'isolait. Et en fait, cet isolement n'était pas compris par son entourage. Il expliquait que son isolement était plutôt sujet de moquerie, de médisance, d'incompréhension. Et il expliquait dans sa lettre que des gens très intelligents pouvaient se montrer très cons en parallèle dans leurs rapports humains. Donc c'est tout ça qu'il dénonçait, cette hypocrisie ambiante, voilà, et le fait que les gens ne cherchent pas à savoir comment les autres se portent, voilà, l'altruisme, voilà, l'empathie. Voilà, l'empathie, c'est vrai que c'est une valeur ici qui est peu développée en fait, hein, parce que je rappelle que les conditions de vie ne sont pas faciles. Voilà, c'est vraiment... ici, c'est un peu la loi de la jungle. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Européens d'origine africaine qui essayent de revenir aux sources, les répates, hein, comme on appelle. Mais quand ils viennent pour s'installer, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça, que c'est beaucoup plus compliqué et que les rapports humains sont rudes. Donc voilà, c'est tragique parce que ce jeune, hein, Matar Diagne, je tiens à rappeler son nom et voilà, franchement, paix à son âme. Et c'est tragique. Alors des Matar Diagne, malheureusement, il y en a, je dirais, il y en a régulièrement, il y en a souvent. Vous savez, ici, la santé mentale, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Aller consulter un psy, se dévoiler, faire part de son mal-être, généralement, je pense que c'est pas propre à la culture. Voilà, ça, c'est des choses qu'on garde pour soi. Et puis, il y a encore beaucoup d'a priori. Des fois, j'en parle avec des Sénégalais, et si on parle de psy, ils vont vous dire oh non, je ne veux pas aller voir un psy, je ne suis pas fou. Alors que le psy, non, c'est plutôt justement pour remédier au mal-être. Pour eux, voir un psy, c'est mal vu, c'est mal considéré. Donc ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de mal-être, soit de dépression, soit malheureusement, comme j'en avais parlé une fois, pour les femmes surtout,
liées à des attouchements ou à des viols ou à des comportements incestueux et qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été soignés. Donc elles vivent avec ce traumatisme-là non soigné. Dernièrement, je lisais aussi un article où une femme sur 4 après un accouchement souffre de syndrome post-partum, c'est-à-dire d'une sorte de dépression post-grossesse. Et en fait, voilà, ça on en a parlé dans le groupe parce que beaucoup de femmes, je rappelle que le planning familial, c'est peu enfin, on essaye de développer ça, mais c'est encore tabou, que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur cycle, que la grossesse, pour beaucoup de femmes, ça relève du mystère, que ce n'est pas abordé avec les parents, c'est des sujets qu'on ne parle pas. Et donc, quand elles se retrouvent enceintes et que malheureusement aussi peut-être que son compagnon n'assume pas ses responsabilités, elle se retrouve toute seule à devoir gérer cette grossesse et ça peut engendrer effectivement une forte dépression après l'accouchement, sans parler des problèmes, je dirais, financiers, besoins, je dirais, liés aux besoins du bébé, les ressources financières qui ne sont pas là. Donc cet étudiant qui s'est suicidé, ça relève un profond mal-être sur le plan psychologique ici dans la société. Je ne juge pas, moi je ne suis pas là pour juger, simplement pour témoigner parce que je le côtoie régulièrement et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui parfois nécessiteraient un soutien psychologique et n'en ont pas. Donc voilà, donc tragique ce suicide et ce jeune qui s'est suicidé donc a laissé une lettre adressée justement à ses proches, à ses amis qui ne comprenaient pas sa situation d'isolement. Et il a écrit en même temps un livre qu'il a adressé à une édition ici, L'Harmattan, donc l'édition L'Harmattan Sénégal. Et j'espère que cette édition proposera la publication de son œuvre. Il disait qu'il a écrit ce livre à titre posthume. Et voilà, en tout cas, ce jeune ne mérite pas d'être oublié. Et je rappelle encore son nom à travers cette chaîne, Matar Ndiaye. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information durant ces 15 derniers jours. Donc 15 jours, on se retrouvera pour de nouveaux sujets. Et sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ça reste clair, cohérent, mes propos. Hein, je vous rappelle, hein, c'est vraiment de manière spontanée. Je n'écris rien à l'avance et je ne coupe rien, aucune séquence ni quoi que ce soit. Sur ce, prenez soin de vous, que vous soyez. À très bientôt. Bonne santé physique et surtout, bonne santé mentale. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.